Donc, je vais analyser les deux bandes dessinées dont je vous ai parlé. L'une canadienne, écrite par Brian Lee O'Malley, et que vous avez vu ou lu pour la majorité, j'en suis heureux. Et l'autre américaine, Nimona, par Noel Stevenson. Cette présentation va me permettre de faire une synthèse sur deux présentations que j'ai déjà faites par le passé. La première, j'avais analysé Scott Pilgrim et regardé comment l'œuvre trace un des meilleurs portraits de notre génération à travers le prisme des cultures de l'imaginaire. Avec Nimona, je m'étais intéressé à observer comment la dynamique métamorphe transforme entièrement son récit de formation chevaleresque. Donc, bien que les univers spatio-temporels diffèrent profondément, nous avons d'un côté le Toronto contemporain et de l'autre un royaume médiéval futuriste. Les deux œuvres usent abondamment de l'humour pour déconstruire et redéfinir les codes de leur genre narratif et du gender. Si Scott Pilgrim doit combattre les 7 ex maléfiques de Ramona Flower pour conquérir son cœur à l'intérieur d'un dialogue constant avec le médium vidéoludique, Ramona n'a plus rien de la pauvre femme en détresse, comme le sont généralement les princesses Peach ou Zelda. De son côté, Nimona, la jeune sidekick métamorphe du super-vilain Ballister Blackheart, va progressivement bouleverser son monde par sa très grande puissance qui échappe complètement aux règles établies dans l'univers de fantasy en place. Mais avant de continuer, il convient d'illustrer les deux genres narratifs avec lesquels beaucoup d'entre nous ont grandi. Mes exemples sont volontairement classiques et canoniques et je n'entends pas être représentatif de l'entièreté de la production vidéoludique et du fantasy actuel. Donc, lorsque on apprend que Scott doit vaincre les 7 ex maléfiques de Ramona, cette quête simpliste évoque la série de boss à affronter à la fin de chaque château qu'on retrouve dans pratiquement toute la série de Super Mario ou de Legend of Zelda. Le fantasy est un genre plus large, d'ailleurs les Mario et les Zelda s'y inscrivent. Vous avez à l'écran un portrait d'œuvres assez variées, autant avec des mondes médiévaux classiques que des mondes beaucoup plus modernes avec Pixar, et tous plutôt assez genrés. Maintenant, je vais vous présenter mon bref extrait, même si beaucoup d'entre vous connaissez déjà assez bien le personnage, mais ça aide quand même pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça donne une idée du ton qui est assez unique. Donc, je vous ai montré un extrait du premier boss de Scott Pilgrim pour deux raisons. Premièrement, pour vous dire que malheureusement, je vais assez peu parler du film, qui est d'ailleurs excellent d'Edgar Wright, qui est très fidèle à l'esprit de la BD, mais dont les événements sont souvent assez éloignés. Donc, je le dis pour ceux qui auraient vu le film. Et ensuite, pour redéfinir ce que j'entends par réalisme imaginaire gay, qu'on retrouve dans le titre de ma présentation. Donc, je vais vous présenter quelques caractéristiques. Primo, on retrouve une alternance entre la vie quotidienne et la dimension magico-scientifique geek. La vie quotidienne est essentiellement réaliste, constitue la grande majorité de l'œuvre, peut-être à 80%, mais on bascule facilement dans l'imaginaire. Par exemple, dans Scott Pilgrim, les personnages peuvent être en train de discuter paisiblement dans des rues de Toronto, puis survient un ninja qui coupe un autobus en deux. Et évidemment, ça a tout à fait sa place dans la diégèse. Les pouvoirs démesurés de Nimona viennent également s'ajouter au cadre du récit, tandis qu'il joue à un jeu de société qui vous est sûrement assez familier. Secondo, il y a la richesse de situation et la récurrence de l'humour. Le ton décomplexé permet de rebondir d'un chien à l'autre. Tout peut être prétexte à une quête, et j'ai immédiatement pensé à la série Buffy contre les vampires, saison 3, avec le maire qui coche devenir invincible au même titre que se faire couper les cheveux. Dans Scott Pilgrim, il va y avoir une multitude d'éléments qui sont présentés sous la forme de RPG. Tertio, cela n'empêche nullement la noirceur des propos. Dans l'extrait que je vous ai montré, tandis que Scott esquive les attaques du premier ex maléfique, on voit des gens littéralement désintégrés par la puissance de l'attaque. Nimona, elle, va détruire une importante partie du royaume à la fin de l'œuvre. Quarto, la diversité des personnages est rafraîchissante. La communauté est en effet bien développée dans les deux œuvres, permettant d'illustrer la diversité de personnages trop souvent limitée dans la culture populaire, autant au niveau du sexe, de l'orientation sexuelle que du genre, et que du niveau racial. Dans Scott Pilgrim, une véritable constellation de personnages va se construire au fil des tomes. Vous avez un arbre qui explique toutes les relations au début du troisième tome, si j'ai bonne mémoire. Avant d'aborder les personnages féminins, seulement mentionner les personnages homosexuels vraiment cool et dont l'homosexualité n'est jamais l'enjeu principal dans les mondes diégétiques. Nous avons Lord Ballister Blackheart,
qui est respectable, un respectable vilain, que va rejoindre Nimona. Il est intelligent, déterminé, travaillant, créatif, honnête et surtout classe. De son côté, Wallace représente la coolitude absolue, surtout en comparaison de son colocataire Scott. Il est mature, indépendant, cultivé. Surviennent d'ailleurs périodiquement les fameux ultimatums de Wallace qui, à la manière de Jiminy Grillon, vont guider Scott. Ce dernier est parfois larmoyant, possède une mémoire déficiente et va, alors qu'il est rendu au dernier tome, se concentrer durant presque tout un chapitre à essayer de sauver le monde dans un jeu vidéo. Je tiens tout de même à insister sur le fait que Scott a aussi des moments beaucoup plus glorieux. Wallace possède par contre à peu près tout dans leur appartement. La narration nous montre en effet ce que possède chaque colocataire. Wallace a le lit, le tapis, la lampe murale, tous les fournitures de cuisine, l'ordinateur, la télévision, tandis que Scott a des trucs qui traînent sur le sol dans un coin, ou encore des choses que Wallace lui a achetées. Vous voyez à l'écran comment Scott se représente généralement son passé, à travers des tableaux d'une naïveté assez incroyable. Ces représentations mentales le placent assurément comme le héros de son histoire, et j'utilise le terme héros dans son sens le plus classiquement vidéoludique. Les filles tombent naturellement amoureuses de lui, à sa simple présence, ce qui est pas mal leur fonction dans l'univers des jeux vidéo. On sauve une princesse, elle nous aime. La première image montre ses souvenirs quand sa copine chinoise lui dit qu'au final, il a été assez médiocre comme petit ami. Le contraste est assez grand avec ce qu'on peut voir dans la première case. D'ailleurs, les deux cases sont étonnamment semblables pour deux relations différentes avec deux filles complètement différentes. J'aimerais également mentionner le costume dans lequel est Scott dans la deuxième image, au moment vraiment geek. Il s'agit du costume ultime du jeu culte Super Mario Bros 3, dans lequel Mario est tout puissant. Le costume Tanuki permet de voler à la manière de super-héros ou de devenir une statue à la manière de moine zen. Toutes les possibilités. Je vais maintenant m'intéresser aux deux personnages féminins forts, mais aussi et surtout problématiques. J'avais beaucoup apprécié la lecture en 2013 de l'article A 8 Strong Female Character de Sophia McDougall, que j'ai pris plaisir à souvent avoir partagé depuis. Le début du texte donne le ton avec une comparaison avec une figure complexe et atemporelle et certains personnages féminins contemporains. Sherlock Holmes get to be brilliant, solitary, abrasive, bohemian, whimsical, brave, sad, manipulative, neurotic, vain, unduty, fastidious, artistic. Vous avez compris? Female character get to be strong. Par cette présentation, nous avons une pléthore d'adjectifs qui viennent décrire le personnage qui a certes beaucoup évolué au fil du temps, mais qui possédait dès ses débuts cette puissante ambiguïté. Évidemment, avoir des héroïnes fortes peut être très intéressant dans la logique d'empowerment, mais ne chercher qu'à développer cette caractéristique chez des personnages peut les rendre assez monolithiques et nuire, dans certaines mesures, à la complexification du récit. Pour donner un exemple, si je devrais résumer en un mot Jessica Jones, je n'utiliserais pas le mot forte, même si elle l'est assurément. Je dirais survivante, débrouillarde, implacable ou résolue. Ramona peut d'abord apparaître plus forte que Scott en certaines occasions, et nous l'avons vu, ce n'est parfois guère challengeant. Cependant, certaines analogies vont progressivement se manifester et lier Nimona et Scott, sentimentalement évidemment, mais surtout narrativement. On retrouve une gamme élevée d'émotions chez le personnage. Le personnage est à la fois à son aise et drôle, ce qui ne l'empêche nullement d'avoir des moments plus vulnérables. Même dans le film d'Edgar Wright, bien plus court, on retrouve une multitude de montages sur Google Images qui nous montrent la multitude d'expressions que peut avoir Ramona. On est loin de la princesse qui, enlevée, va être simplement heureuse à la fin du récit d'être délivrée. D'ailleurs, tous les autres personnages féminins et masculins sont développés. Par exemple, même lorsque Kim Pine est littéralement enlevée par des ex maléfiques, cela ne l'empêche nullement de continuer à afficher toute sa personnalité et son cynisme, vraisemblablement la meilleure attitude à avoir face à ce rôle de marde. Le couple Ramona et Scott échappe au modèle genré en l'inversant dans un premier temps. Par exemple, au début du 4e tome, la manière dont sont placés les deux amoureux évoque Sonic 2. On associe clairement, grâce aux positions, mais surtout aux couleurs des cheveux, Ramona à Sonic et Scott à Tail. Je ne sais pas si j'ai besoin de spécifier que Sonic est le héros de la franchise avec une rapidité incroyable et que Tail est un sidekick sympathique mais beaucoup moins puissant. Lorsqu'ils sont pris dans la tempête de neige, c'est Ramona qui saisit le bras de Scott pour l'entraîner vers une porte directement inspirée de Super Mario Bros 2 et qui active un rap pour l'amener chez elle.
En outre, dans la tempête de neige et avec leur manteau, les personnages deviennent difficiles à distinguer et les genres tendent à s'effacer. En outre, les deux personnages rougissent autant parce qu'ils ont froid que parce qu'ils sont charmés l'un par l'autre. La gêne de Scott lorsqu'ils sont dans la chambre à coucher de Ramona déconstruit l'image de l'homme sûr de lui et de la femme réservée, pudique, chez Nimona qui est assez à l'aise. D'ailleurs, Scott s'inquiète déjà, dans une précédente relation, d'être la fille du couple parce qu'il se souvient de la date de rencontre, contrairement à sa copine, avec une réaction alarmée. Sa copine lui dit d'ailleurs qu'il est clairement la fille du couple. Lorsque Scott ne peut combattre le quatrième ex de Ramona, parce que celle-ci possède une katana, il se cache héroïquement dans la sacoche de celle-ci. Cette dernière se déplace rapidement vers une arme appropriée qui devrait permettre à Scott d'affronter l'ex en question. La manière dont est travaillé Scott peut rappeler le jeu Banjo-Kazooie, où un oiseau rouge se retrouve dans le sac de son meilleur ami Ours durant toute l'aventure. Encore une fois, Scott est placé dans un rôle plus féminin d'un point de vue genré, tandis que Ramona va le défendre avec son bat de baseball de son ancienne copine. Je vous ai d'ailleurs mis la scène dans le film où Scott réalise que Ramona est sortie avec une fille. Grande révélation. Le personnage de Ramona est aussi intéressant dans la mise en scène de sa mobilité presque métafictionnelle. Lorsque Scott se lamente en rêve, il est fréquent que Ramona arrive, le vrai personnage dans ses rêves, pour lui dire de se ressaisir ou va rigoler du fait qu'il joue à ses jeux vidéo pendant qu'il dort. Sinon, lorsque son passé commence à ressurgir à travers le spectre d'anciennes relations, Ramona provoque littéralement un crash au sein du médium. Si Scott doit se battre contre les ex de Nimona, celle-ci va aussi combattre celles de Scott, moins nombreuses. Si cette division entre des combats de gars et des combats de filles pourrait être inquiétante pour l'analyse que je suis en train de faire, il n'en est rien. Il s'agit d'une logique de miroitement qui tend progressivement à rapprocher Scott et Ramona après une première phase d'inversion dans laquelle Ramona paraît presque infaillible. D'ailleurs, tous les combats sont présentés avec les mêmes dynamismes visuels et humour. Aussi, les deux vont s'entraider. Scott va par exemple donner le point faible d'une de ses ex à Ramona, tandis que Ramona l'aide lorsqu'il est temps d'affronter le dernier boss, Gideon. D'ailleurs, lorsque survient Gideon, on retrouve les différentes ex capturées dans les mêmes cristaux que la saga de Legend of Zelda. Puis, après le combat de Scott, Ramona est complètement libérée du souvenir de cette relation toxique. Elle se manifeste alors sous une plurielle de formes qui vont éjecter Gideon de sa tête et réduire à néant son emprise. En voyant cette séquence, l'image d'en bas, on a l'impression que ce sont toutes les princesses injustement opprimées dans l'univers des jeux vidéo qui veulent kicker ce connard qui dans chaque jeu les kidnappe sans raison. À la fin du combat épique, explose l'ultime item du jeu, la sacoche de Ramona, dont la narration s'amuse de l'incroyable capacité à stocker des items en référence au vieux jeu où le héros transportait son arsenal sur lui. La scène finale du saut dans l'imaginaire présente cette exploration des représentations où ce qui compte n'est pas tant notre état, mais notre trajectoire. Dans le récit de Nimona, nous sommes du côté des vilains plutôt Robin des Bois, cela dit, avec une relation maître et disciple. Nimona incarne une sidekick fougueuse et surpuissante grâce à son pouvoir de métamorphe. Elle peut ainsi se transformer sous une multitude de formes selon les besoins du moment. Ces transformations bouleversent le rythme de la narration puisque la mise en page suit le dynamisme de ses mouvements. Les transformations ne cessent de surprendre les autres personnages et même le lecteur. La planche que vous voyez à l'écran est la deuxième de l'œuvre. Alors que Ballister lui indique qu'il n'est pas très intéressé à avoir une jeune fille assez basque, elle lui répond qu'elle n'est pas une jeune fille, mais un requin. Lorsqu'ensuite Ballister lui présente leur premier plan commun, dans lequel Nimona a un rôle plutôt passif, Nimona salue quelques bonnes idées. Elle propose néanmoins immédiatement plusieurs modifications à l'aide de sa couleur à même la case. Lors de leur première mission commune, Nimona se lance dans l'attaque des sbires de l'Institut pour le maintien de l'ordre héroïque. Les deux anciens camarades, Ballister et le chevalier Sir Ambrosius Goldenwind, restent ébahis devant ce bouleversement à leur affrontement cyclique. La mise en page de la troisième plante montre d'ailleurs la temporalité de leur combat. La présence de Nimona vient à nouveau perturber la joute physique et verbale lorsque retentit le signal d'autodestruction.
Lorsque Ballister s'indigne à la directrice de l'Institut qu'elle ait fait exploser le laboratoire pour éliminer la nouvelle sidekick gênante et la traite de monstre, la directrice lui répond qu'elle n'est pas un monstre, mais un requin. Nimona est d'ailleurs le seul personnage sans titre particulier. Il s'agit d'un personnage inclassable. C'est en raison de son inclassabilité et de son origine trouble qu'on lui colle à plusieurs reprises l'étiquette de monstre. Lorsqu'elle est vulnérable, elle produit de véritables colères hulkiennes dans une apparence somme toute assez proche du super-héros en question. Mais ce n'est rien en comparaison de l'énergie qu'elle pourra déployer lorsque l'Institut tend un piège à elle et Ballister. L'apparence qu'elle doit alors révéler terrifie tous les personnages, y compris Ballister. Elle est non seulement toute puissante, mais littéralement immortelle. L'Institut ne semble pas apprendre de ses erreurs en la capturant de nouveau. Les 4 personnages principaux sont ainsi réunis. La directrice de l'Institut montre à ses 2 anciens élèves qu'elle tient, bien enfermée, l'anomalie, celle par qui le récit ne cesse d'évoluer. À ce stade, les bouleversements vont atteindre un point de non-retour, car s'il y a bien une chose que nous a appris Nimona, c'est qu'aucune case ne peut la retenir. Au contraire, elle passe de l'une à l'autre avec une facilité déconcertante, et la directrice l'a mis en colère en lui rappelant son éprouvant passé et en torturant son seul ami, Ballister. Nimona libère alors toute sa fureur qui reflète le poids des injustices qu'elle a vécues. Le personnage semble être le miroir qui renvoie à la directrice de l'Institut sa propre férocité à vouloir tout contrôler son univers diégétique. Plus largement, ce dernier personnage semble évoquer tout le contrôle de l'industrie sur les représentations plus classiques dans la culture populaire. Dans cette logique, Nimona est le personnage qui vient tout faire exploser. Le royaume se fonde sur un imaginaire conservateur et c'est ce royaume que l'héroïne gouvernable va démolir. À travers cette destruction, Nimona va se remémorer la tentative de scientifiques qui, en prétextant l'aider, vont tenter de s'approprier de son pouvoir magique. Ceci va causer leur perte. La directrice ne sait pas ce qu'elle va réveiller en tentant de s'emparer de cette pièce majeure sur l'échiquier. Comme Nimona le souligne, « Vous cherchez un monstre, je suis là ». Le récit se transforme définitivement en récit apocalyptique où la Nimona, transformée en bête immense, détruit tout sur son passage. Pour l'arrêter, Ballister va confier le dispositif scientifique qui bloque son pouvoir à son ancien rival Ambrosius pendant qu'il tente de trouver la partie humaine de Nimona. Celle-ci est toute petite et demeure pleine de compassion. Ce sont ces 2 parts qui constituent Nimona, autant une part puissante, révoltée, ingouvernable, constamment en mouvement, qu'une autre part sympathique, pleine de compassion et de générosité. Étant donné que le dispositif scientifique a été activé par Ambrosius, qui combat la bête, les 2 parts ne parviennent pas à refusionner. Ballister est finalement obligé de tuer la partie sans compromis de Nimona, tandis que la partie humaine semble périr dans l'explosion du complexe contenant toutes les recherches illégales de l'Institut. Le récit semble dès lors achevé. Ballister est au chevet d'Ambrosius. Le docteur entre et affirme qu'il n'est pas impossible qu'Ambrosius ne se réveille jamais. Il précise que le monstre l'a lui-même gravement blessé et qu'il devrait se reposer. Ballister le prie alors de ne pas employer ce mot. Il n'était pas un monstre. Tandis qu'il discute avec le scientifique, la docteure entre à nouveau et lui fait exactement les mêmes remarques. Tandis que Ballister s'en étonne, elle demande qui a bien pu remplir le formulaire sur lequel est dessiné un immense requin. En courant, l'ancien vilain parvient à entreapercevoir une dernière fois son ancien sidekick qui le salue avant de continuer son chemin. En conclusion, Nimona et Ramona possèdent une mobilité et un dynamisme particulier dans des genres où les rôles féminins sont traditionnellement passifs et assez figés. La gamme d'émotions et de réactions produit des personnages riches aux facettes multiples, tandis que les récits récupèrent les codes des structures des jeux vidéo et de la fantasy pour les intégrer de manière à les questionner et à nous surprendre. Les 2 personnages féminins renversent d'abord les rôles dans les duos masculins-féminins en révélant leur puissance, puis gagnent en nuances en révélant certains aspects problématiques. Cette problématisation touche autant les personnages masculins que féminins. Je terminerai en mentionnant les personnages féminins et masculins du réalisateur Miyazaki, dont a parlé le podcast des Amazones dernièrement. Autant un personnage hybride comme la princesse Mononoke est intéressante en soi, autant le duo que forment Sophie et Oru dans le Château Blanc est amusant. Alors que Sophie est vaillante et résiliente malgré qu'elle soit transformée en vieille de 90 ans,
Oro avoue sa couardise et vit une épouvantable crise existentielle dans laquelle il invoque les puissances infernales parce qu'il a raté sa coloration de cheveux. Je vous remercie.